Bonjour, je suis Mathilde. Bienvenue sur la page Build Africa Together. Aujourd'hui, je vous présente la première série de mon vidéocast qui s'appelle Histoire d'audace. Donc le but, c'est vraiment de retracer les retours de la diaspora au pays ou les expats et d'avoir des témoignages inspirants de leurs retours, de leurs défis, de leurs anecdotes pour vous donner envie de revenir ou pas. Donc, le premier invité aujourd'hui, c'est Sabrina Coulibaly, que je vais vous présenter et qui a accepté mon invitation. Bonjour Sabrina. Bonjour Mathie. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. J'ai hâte de entendre ton histoire. Mais tout d'abord, avant de commencer, une question toute très classique mais très importante. Qui est Sabrina Coulibaly et qui est Sabrina Coulibaly quelques années après son retour au Sénégal? Est-ce qu'il y a une différence entre l'avant et l'après? D'accord. Bon, Sabrina Coulibaly. Alors, je suis mariée, maman de 2 enfants qui sont maintenant adolescents. Je suis franco-sénégalaise. Je suis née, j'ai grandi en France. Moi, je n'avais jamais vécu au Sénégal avant de m'installer ici. Je venais régulièrement, mais qu'une fois que j'étais adulte. Je suis juriste de formation. J'étais salariée en France. J'ai créé une entreprise ici. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et donc, arrivée au Sénégal depuis 2015. J'étais quasiment à la veille de mes 40 ans, donc peut-être un tournant. Donc, qui j'étais avant de venir, maman et salariée en entreprise avec quelques projets, mais sans plus. Et qui je suis aujourd'hui, une femme bien plus mature, qui a pu évoluer dans un environnement très différent. Donc, je ne saurais pas dire aujourd'hui ce qui relève de l'âge et ce qui relève de l'environnement, pas tout à fait. Et surtout, une personne qui s'est enrichie, beaucoup enrichie. Sabrina, ça fait presque 10 ans maintenant que tu es revenue au Sénégal. Comment tu qualifierais ce retour-là? C'était plutôt un défi, un rêve, un concours de circonstances? Dis-nous un peu. Ok, alors c'est un retour qui n'avait pas été calculé, c'était pas dans nos projets avec mon mari. Alors, mon mari est sénégalais et c'était pas vraiment dans des projets immédiats. Comme toute bonne personne de la diaspora, on imaginait un retour au Sénégal plutôt à l'âge de la retraite et on venait en vacances tous les deux ans à peu près. Et c'est en 2013, quand mon mari a fêté ses 40 ans, qu'on a eu une période de grisaille en France, enfin dans la moitié nord de la France, qui a duré, je crois, plus de 6 mois, avec professionnellement un environnement qui devenait un peu tendu, et puis un environnement général en France qui ne nous convenait plus, tout simplement. Et aussi comment je vais l'expliquer, des retours, des tips quand on venait en vacances ici au Sénégal, sur Dakar, qui nous ont montré qu'il y avait une vraie évolution en fait de mode de vie. Et là, on pouvait se projeter en tant que famille de classe moyenne ici à Dakar, alors qu'on était en région parisienne. Et ça a vraiment été tout cet ensemble-là, plus aussi des personnes, contacts qu'on connaissait, qui envisageaient le retour au pays. On s'est posé la question, et ce qui était assez drôle, c'est que mon mari et moi, on y a pensé en même temps, mais chacun de notre côté. Ok, donc vous n'êtes pas concerté du tout? On ne s'est pas concerté sur le coup. Et c'est à un moment, je ne me rappelle plus exactement, dans une conversation, on a abordé le sujet, on était complètement en phase. Et à partir de ce moment-là, donc 2013, c'était lequel allait trouver en premier un emploi pour venir, parce que on venait quand même avec 2 enfants aussi. Et à partir de ce moment-là, lâcher tout en France et s'installer là. Donc en fait, ça s'est fait dans un court instant. 2 ans. 2 ans. Vous avez pris quand même 2 ans pour mûrir le projet et venir. Alors, mûrir le projet, en fait, on ne s'est même pas posé la question. On avait juste envie.
On en avait marre, marre de là-bas. En fait, on s'y sentait plus à notre place. Et après, on allait découvrir aussi ici, parce que c'est pas le tout de se dire qu'on a marre d'un côté qu'on connaît. Il y a un autre aspect qu'on découvre. Et même si mon mari a grandi ici, il sait pas ce que c'est en tant qu'adulte et en tant que professionnel, l'environnement. Donc oui, 2 ans en fait pour trouver l'emploi qui allait nous permettre de venir. Ça, c'est un vrai défi aussi. Trouver un emploi avant d'arriver, c'est vraiment le défi. Et les enfants, comment ça s'est passé pour les convaincre? Est-ce que il a fallu les convaincre? Est-ce qu'ils ont compris cette démarche? Parce que le fait de prendre des enfants, du coup, pré-ados, tu les enlèves de leur environnement et tu leur dis, bon, on va au Sénégal. Il y a quelques années, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui, ma première réaction, ça a été de sourire parce que on a parlé du projet aux enfants assez tôt pour déjà les préparer psychologiquement à ça. C'est vrai que ils étaient encore pour la petite à l'école maternelle et mon fils à l'élémentaire, mais ça a été, je vais pas dire très difficile, mais ils comprenaient pas. Ils avaient peur, en fait. Ils n'avaient pas envie de quitter leurs amis, tout simplement, leur quotidien, la famille aussi, parce que j'ai aussi ma famille, moi, qui est là-bas, qui est sur place. Certaines habitudes, la maison, le quartier, enfin, vraiment, on avait nos habitudes. Et c'est ça qu'ils ont eu du mal à comprendre. Après, on leur a bien expliqué que, chez nous, on est en dictature parentale. Donc, en fait, on les informe. On écoute ce qu'ils ont à nous dire par rapport à tout ça, mais dans tous les cas, on va le faire. Vous prenez la décision, quoi qu'il en soit, ils suivent. Oui. Et sachant que dans tout ça, quand même, on venait pas non plus en terre inconnue. C'est l'avantage. On a de la famille aussi ici. Ils ont des cousins, cousines ici, du même âge ou un peu plus jeunes. Moi-même, j'avais ma petite sœur qui était déjà arrivée avant moi ici. Donc, il y avait quand même un environnement qu'ils connaissaient un peu. Mais c'est vrai que ce sont leurs amis, surtout en France, qui posaient problème. C'est normal. Et toi, est-ce que tu te souviens de la première chose en revenant qui t'a un peu choqué? Tu t'es dit, ça y est, c'est bon, je suis bien revenue au Sénégal. Alors choquée non, mais agréablement, même pas surprise, juste on était contents. Déjà, on a une photo où on quitte la France à l'aéroport à Roissy et alors nous on est les 2 parents avec un grand sourire et les 2 enfants qui font la tête comme ça. Et arriver ici, en fait, en descendant de l'avion, ça a été toujours le grand sourire, la surexcitation et ça y est, on y est. Et en fait, voilà, c'est ça. Ma première réaction en arrivant là, Vous aviez sauté le pas, quoi. Oui, on avait sauté le pas. Et pour la petite anecdote, parce que j'aime bien la raconter aussi, celle-là, le jour où nous quittions la France, c'était un 21 juin 2015. Youssou N'Dour venait en concert dans la ville qu'on quittait. Et donc, ça nous a toujours fait sourire, ça. On dit, voilà, peut-être un signe aussi du destin. On s'est dit, nous, on va le voir au pays et pas là où on quitte. C'est clair. Et au niveau professionnel, donc si je comprends bien, c'est que donc un de vous a trouvé un travail. C'est ton mari? Oui. Donc du coup, il avait. Et toi, comment ça s'est passé ton parcours professionnel? Est-ce que tu as intégré une entreprise? Est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que comment tu t'es intégré dans le milieu professionnel ici au Sénégal quand tu es arrivé? Alors, effectivement, c'est mon mari qui a trouvé un emploi ici parce que la tendance est de moins prendre d'expatriés, plus prendre des locaux qui veulent rentrer au pays. Donc ça a été l'opportunité. J'avais eu moi-même des prises de contact à l'extérieur qui finalement arrivaient sur place, n'ont pas été suivies d'effet, ni même de retour, ni quoi que ce soit. Ça, c'était un premier rapport déjà au milieu professionnel local, qui m'a un peu échaudée. De mon côté, moi, j'avais pas démissionné de mon entreprise en France. D'accord. J'avais pris une disponibilité, j'avais la chance d'avoir une convention collective hyper pratique pour ça, parce que j'avais quand même plusieurs années de disponibilité possible, parce qu'on savait pas ce que ça allait donner aussi de rentrer ici. Et ce que j'ai fait sur les premiers temps, donc comme on arrivait en période de grandes vacances, on a pris notre temps. On n'avait pas de logement en arrivant. Donc on est parti d'abord chez la famille, chez les parents, et puis après chercher un logement. Donc du jour au lendemain, j'avais un rythme hyper soutenu parisien à rien.
Ça, c'était une claque. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'était déjà une claque. Après, il y avait, OK, il faut qu'on trouve un logement. Et en même temps, il faut que je pense la partie professionnelle parce que je suis incapable de rester sans rien faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord contacté les quelques relations que je pouvais avoir ici sur place. J'avais aussi d'anciennes camarades de fac qui avaient fait leurs études en France, qui elles sont rentrées depuis longtemps. Et aussi, j'ai essayé de voir au niveau de l'emploi comment ça se passe, sachant qu'il y a assez peu d'offres publiques et qu'on est plutôt dans le réseau, voilà. Donc ça a été une découverte pour moi. Du côté de l'entreprise de mon mari aussi, j'avais au niveau des ressources humaines quelqu'un qui m'a appuyée parce que la personne avait déjà fait ce parcours du retour il y a bien plus longtemps. Et donc voilà, des prises de contact pour essayer de trouver un emploi salarié. Mais honnêtement, j'ai dû le faire entre 4 et 6 mois et j'ai pas été très convaincue, très convaincante moi-même dans ma démarche parce que j'avais un projet en France que j'ai pu mettre en place ici. D'accord. Donc me mettre à mon propre compte et faire du conseil juridique, profession que je ne pouvais pas faire en France parce qu'il fallait être avocate. OK. Alors qu'ici, les deux professions sont déconnectées. Donc, je pouvais faire du conseil aux entreprises en ayant juste mon propre cabinet. Et c'est plus là-dessus que j'ai fait le focus. Et donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et voilà, ça a été début de l'aventure. Donc, c'est super. Donc, c'est-à-dire que toi, le Sénégal, ça a révélé en fait ton côté entrepreneurial. Et clairement, tu n'avais pas forcément envie, tu avais peut-être un déni, forcément envie d'aller dans le salariat. Donc, tu n'attirais pas forcément les opportunités parce que tu ne les voulais pas. Et du coup, tu as pu développer ce côté entrepreneurial. D'accord. Et aujourd'hui, tu es toujours dans l'entrepreneuriat ou tu as bifurqué dans le salariat? Non, toujours dans l'entrepreneuriat. Et c'est dur. Hein. Tu t'éclates? Je m'amuse vraiment bien. C'est fatigant. Faut se dire ce qui est. Voilà. C'est fatigant, c'est usant. J'ai mis à peu près 3 ans avant qu'on arrive à peu près à me repérer. Donc, je passais d'événement en événement, d'essayer d'apprendre sur le terrain, l'environnement professionnel, le qui fait quoi, comment ça fonctionne. En plus, j'étais sur de la prestation intellectuelle, juridique, donc tout ce dont les entreprises ont horreur, sauf si on a un problème. Mais dans ces cas-là, on est déjà passé du côté contentieux, avocat. J'étais démarrée dans le milieu des startups, numériques, digitales, donc encore plus éloignée de ces questions-là. Donc ça a été dur, ça a été long. Mais au bout de 3 ans, quand même, voilà, on arrivait à plus ou moins me situer. Après, je savais pas me vendre non plus. On arrivait plus ou moins à me situer. Ensuite, sur les 2 années suivantes, là, ça a été une espèce de mise en place, mais en même temps, j'ai commencé à bifurquer parce que j'ai rencontré celle qui allait devenir mon associée. OK. Je voulais m'associer depuis très longtemps, n'est-ce pas? Tu sais, Mathie? Je sais. Je sais très bien. Et donc, j'ai rencontré Cécile qui allait devenir mon associée. Et là, ça a permis de passer une étape encore dans la partie entrepreneuriale. Entre-temps, il fallait que je gagne de l'argent aussi parce que cette partie-là entrepreneuriale ne me faisait pas totalement vivre. En tout cas, j'en avais pas conscience parce qu'en réalité, elle aurait pu me faire vivre assez tôt. Et donc, j'ai fait aussi des jobs à côté, des CDD, j'ai fait de l'enseignement. Voilà, j'ai essayé un petit peu de combler. Et aujourd'hui, alors comme dit mon mari, on a tous un prix. Je me suis fixé un tarif qui me ferait revenir vers le salariat. Autant dire, ça n'arrivera pas, sauf exception, ça n'arrivera pas. Mais non, l'entrepreneuriat, c'est dur, mais c'est aussi c'est une bouffée d'air. Non, c'est clair. C'est clair. Mais ce qui est, dans ce que tu dis, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que le réseau a été pour toi vraiment quelque chose de très important dans le développement de ta carrière, que ce soit entrepreneurial et dans le fait de grandir aussi. Parce que tu as fait pas mal d'événements, tu as pu connecter avec des personnes qui t'ont permis justement de réajuster peut-être ton domaine entrepreneurial
jusqu'à trouver ta collègue Cécile. Et dans un univers qui est très compliqué pour l'entrepreneuriat. C'est déjà compliqué tout court. Et oui, en tant qu'entrepreneur, il faut réussir à vivre. Le marché sénégalais n'est pas un marché évident. C'est un petit marché. Ça, il faut aussi en avoir conscience. Vivre juste du marché sénégalais, en tout cas dans notre domaine, ça reste compliqué. Le réseau, oui, reste important. Et c'est vrai que je pense sur les missions, les prestations, les marchés qu'on a pu avoir au fur et à mesure qui ont pu augmenter. Bien sûr, c'est grâce au réseau. Pas que, il y a ce réseau on se rencontre dans les événements, mais il faut pas que je mette de côté aussi le réseau de la diaspora. En fait, toute cette diaspora qui n'a pas besoin de connaître personnellement, physiquement la personne pour pouvoir confier des missions. Moi, mes premiers clients, ce sont des gens de la diaspora. Des personnes de la diaspora qui accompagnaient des entreprises qui ont pu orienter vers moi sur la partie juridique aussi, alors qu'on ne s'était jamais vu. Des personnes de la diaspora qui avaient envie de rentrer mais qui n'étaient pas encore au Sénégal et avec qui on discutait, moi j'aime beaucoup LinkedIn, avec qui on discutait via LinkedIn jusqu'à créer même une association pour voir comment faciliter, comment aider à ce retour au pays sur la partie entrepreneuriale. Parce qu'on a beau être sénégalais, si on a quitté le Sénégal depuis longtemps ou qu'on ne l'a pas connu professionnellement parlant, en fait, on n'a pas les tips, on n'a pas. Moi, ça a pris beaucoup de temps parce que j'étais pas très pressée et parce qu'il y avait des codes que je n'avais pas, tout simplement. Et du coup, toi, aujourd'hui, avec le recul, quelle est la compétence que tu as dû développer au Sénégal spécifiquement, que tu n'avais pas forcément avant d'arriver et qui a été essentielle et déterminant pour ta carrière et même l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as quelque chose que tu as dû développer pour vraiment pouvoir développer et rester dans ton domaine? Alors, développer, peut-être pas forcément, mais améliorer. Parce que le premier terme qui me vient, c'est la patience. Je suis quelqu'un de patient, mais pas trop quand même. Et là, c'est un autre niveau de patience. On croit pouvoir aller vite sur quelque chose et en fait on est bloqué très rapidement. Et donc toute cette rapidité que l'on veut mettre en place au départ, on l'a pas, on se fatigue, on s'énerve, on arrive quelque part hyper enjoué, on veut avoir des réponses, que ce soit du tac au tac, là tout de suite maintenant, et puis là on vous accueille c'est pourquoi. Bon, et puis on nous donne des bribes de renseignements, etc., etc. Donc oui, c'est la patience et justement voir comment orienter les échanges avec les gens pour ne pas devoir faire 10 000 déplacements, savoir aussi réapprendre. Si par contre ça c'est une compétence, réapprendre à se déplacer. Parce que géographiquement, parce qu'on n'a pas les informations sur Internet. Les informations, on les a quand on se déplace. Et même quand on se déplace, selon la personne qu'on a en face de nous, on ne va pas avoir la même information à la même question que si on va voir une autre personne. Exactement. Ça, par contre, oui, ça, j'avais oublié. Mais... Et réorienter tes questions dépendamment de la personne que tu as en face. Toujours. Vérifier 2 ou 3 fois l'information qu'on nous a donnée parce que entre le texte et la pratique, l'écart est immense. Il faut savoir que c'est la pratique qui prime, en tout cas pour l'instant. On va voir maintenant comment ça va se passer, mais pour l'instant, c'est la pratique qui prime. Même si ça va à l'encontre des textes. Donc ça, pour moi, en tant que juriste, c'était compliqué. Et dès qu'on pose des questions, qu'on dit « Ah, mais c'était pas ce que j'ai vu dans les textes » ou « Sur quel fondement vous basez votre réponse ?» On sent qu'on énerve la personne. Et donc là, voilà, il faut réussir à jongler entre tout ça. L'autre compétence, c'est de lire entre les lignes, de comprendre les sous-entendus. La première chose, moi, si on m'avait dit dès le départ, je pense que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, c'est que tout le monde dit oui. Donc moi, j'ai fini par l'appeler le pays de oui-oui.
Et au pays de oui, il faut savoir détecter le oui qui veut vraiment dire oui et le oui qui veut dire non. Qui veut dire non. Et la plupart du temps, il veut dire non. Mais comme on a appris à ne pas dire non, il faut réussir à les détecter. Dans un pays de Maslow, on ne dit pas forcément les choses. Ou, en plus. Voilà, donc forcément... en plus. Et quand on a un parler direct, quand on est naturel, les gens ne comprennent pas en face. Quand ça les heurte un peu. Ah mais complètement. Quand on parle avec tout le monde, voilà. Et là, je parle que de la partie pro. Après, il y a la partie personnelle aussi, parce que tout est mélangé au final. Là où on voulait, enfin moi, je voulais vraiment distinguer les deux. Et sur la partie personnelle aussi, c'est la place de la femme. Je vais acheter une voiture, j'y vais toute seule. C'est vous en discutez avec votre mari, après vous me dites. Et là, au début, je me fâchais en fait. Ma relation avec mon mari ne regarde que moi en fait. Ça vous regarde qui choisit. C'est pas lui. Et donc voilà. Il y a plein de petites choses, des petites subtilités qu'il faut intégrer et que tu acquiers petit à petit en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, avec le recul, ce dont tu es le plus fier dans ce que tu as accompli professionnellement aujourd'hui, de ce que tu as réussi à mettre en place. Ce dont je suis le plus fière, c'est ce dont je suis vraiment le plus fière, c'est dans l'accomplissement, c'est d'avoir osé quitter la France et venir là. Et côté entrepreneuriat, me lancer. Parce que là, j'ai un cabinet aujourd'hui qui offre de l'accompagnement aux entreprises, mais en réalité, on est dans un environnement qui donne vraiment envie d'entreprendre sur plein d'autres aspects. Exactement. On a 10 000 idées par jour et en fait, ce qui est dur, c'est de se canaliser, de faire un focus sur ce qu'on a envie de développer. Et de le dérouler. Et de le dérouler aussi. Mais là où je suis très contente quand même, c'est que avec le cabinet aujourd'hui, de réussir à essaimer des choses, à essaimer une approche peut-être un peu plus professionnelle comme on le souhaite au sein du cabinet, à faire changer un petit peu d'état d'esprit les entrepreneurs, parce qu'on accompagne beaucoup de petites structures, donc de les amener vraiment à être beaucoup plus professionnels. Et j'ai eu, tout à l'heure, je parlais de l'enseignement. Sur la période enseignement aussi, ce qui m'avait boosté dans le fait d'enseigner, c'était de réussir à inculquer certains types de comportements, de valeurs aux élèves. Qu'ils ne croient pas que parce que on est au Sénégal, tout est blanc ou tout est noir. J'y arrive super facilement parce que je viens d'une famille hyper aisée, hyper réseautée, et je vais pas y arriver parce que je viens d'une famille qui n'a pas grand-chose, voire qui n'a rien. Le complexe, ce que j'appellerais, je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais je vais le dire quand même, Mathie, le complexe du blanc. On sent chez les jeunes qu'il est quand même de moins en moins présent, mais il faut que ça continue. C'est pas mieux ailleurs, c'est juste différent. On n'est pas moins bien ailleurs, on n'est pas moins bien non plus que... C'est ça. C'est ça. Moi, je renie pas tout ce que la France m'a apporté. Bien sûr. Je ne crache pas non plus sur tout ce que le Sénégal apporte. Et au contraire, il y a tellement plus d'opportunités ici. Oui, c'est dur, faut travailler. Mais on n'a rien sans travailler. On n'a rien sans rien. Effectivement, très intéressant. Et du coup, pour le côté plus personnel, au quotidien, comment tu définirais, toi, ton équilibre professionnel et personnel? Qu'est-ce que tu as pu gagner en revenant au Sénégal par rapport à cet équilibre-là? Alors, la première chose, j'ai gagné du temps pour moi. Ça s'adresse aux dames. C'est clair. Ça s'adresse aux femmes. D'avoir du personnel à la maison, c'est une galère pour le recruter, il faut se dire. Ça, c'est un autre sujet. Et tout. Mais franchement, depuis devoir faire le ménage, depuis devoir faire la cuisine, pour celles qui ont des enfants en bas âge, moi j'avais moins cette problématique, j'ai pas eu de bébé ici, d'avoir une nounou à la maison, c'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui est là parce que toi tu es ailleurs, et en fait de réussir à faire le focus sur autre chose. J'ai du temps pour moi. Alors, ce temps-là, je l'ai beaucoup plus mis sur la partie pro. Maintenant, j'essaye d'équilibrer avec du perso pour moi, en dehors même de la famille et tout. Mais ça, c'est un vrai luxe.
C'est un vrai luxe. Après, il ne faut pas se leurrer, le temps, les journées passent très, très vite. On ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que ça passe plus vite qu'en France, alors que j'étais en région parisienne et que je travaillais sur Paris, donc un rythme déjà speed. Ici, le temps passe très, très vite. Le temps passe vite, effectivement. C'est speed aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est très speed. Et je pense que, comme tu dis, le fait d'avoir du temps pour soi, ça t'a donné du temps justement pour développer ta carrière. C'est ce que tu n'aurais peut-être pas fait, ou alors moins bien fait que si tu étais resté en France, en fait. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et pour ton côté professionnel et pour ton côté personnel. C'est ça. Tu as le temps de faire plus de choses pour toi, personnellement aussi. Mais non, ça, c'est top. Et les enfants, eux, ils s'y retrouvent. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça a changé pour eux, fondamentalement, de revenir au Sénégal en termes... mes enfants qui ne voulaient pas venir, maintenant, sont complètement sénégalais. Pour eux, la France, c'est juste un pays de vacances. Ce n'est plus, maman, pourquoi on a déménagé et pourquoi on n'habite plus en France? Alors qu'ils étaient super réticents. Alors qu'ils étaient, ils étaient réticents. Et aujourd'hui, non, c'est vraiment, c'est sénégalais. Alors, mon fils, qui a eu son bac cette année, est revenu en France pour ses études, mais pas du tout dans la ville où on était. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est en France, il est français, mais plus avec sa mentalité de Sénégalais que de Français au final. Il ne connaît pas l'environnement, le rythme à la française, la paperasse à la française. Et donc ça, oui, c'est assez drôle. Et ce qui est marrant aussi, c'est que il a beau être métissé, parce il lui reste encore un bout de blanc dans le sang, il est qu'avec des Sénégalais. Il est avec la communauté sénégalaise en France, il s'est retrouvé comme ça. Il s'est retrouvé en fait. C'est ça, c'est la communauté qui rassemble et tout. Et donc ça va. Et ma fille ici, alors elle son petit rythme à la sénégalaise, avec. Ils ont la chance, les enfants aussi, qu'on ait un niveau de vie quand même plus que correct, parce qu'il faut être aussi réaliste par rapport à ça. Donc j'ai envie de dire, ça va la vie. Non, ça va. Je pense qu'ils ont gagné au change, en fait. Complètement. On les a pas totalement traumatisés, nos petits-enfants, là. Non, on les a pas traumatisés. Puis l'environnement de vie ici pour les enfants, quand même, est bien meilleur. C'est clair. Il est bien meilleur. Il y a beaucoup plus de bienveillance, même à l'école. Quand je vois, moi, mes neveux qui sont à l'école en France, ce qu'ils peuvent raconter ou leur comportement, j'ai mal au cœur pour eux, en fait. J'ai mal au cœur pour eux, alors que les enfants ici, en tout cas, pour moi, ils ont fait l'école sénégalaise. Des écoles privées, j'ai envie de dire un peu anciennes, qui sont là avec des valeurs qui leur sont inculquées. Bon, ma fille, là, on l'a changée un petit peu, mais elle reste dans un environnement quand même assez sénégalais. Et tout va bien, quoi. Et elle est bien. Et ils ont de la chance. Franchement, ils ont de la chance. Donc, clairement, oui. Je pense qu'en termes de confort de vie et même ce qu'on leur donne comme chance, d'avoir ces deux côtés-là, c'est vraiment les aider pour construire leur vie après. C'est ça. Et du coup, ton interaction avec les Sénégalais. Comment ça s'est passé? Comment elle se passe? Raconte-nous des anecdotes un peu marrantes pour nous faire un peu... Il y en a forcément je vais te raconter, il y a mon mari qui va peut-être écouter. Au moins une qui forcément fait rire. Mais voilà, parce que c'est vrai qu'on est dans un milieu social, on était avec des Français, c'était des fois assez mixte, où l'interaction était la même, parce que la culture de base était la même. Sauf que là, clairement, on vient avec une culture totalement différente, même si on est d'origine sénégalaise. On a des codes culturels différents, on a un langage différent. Là, tu viens avec des Sénégalais purs et durs. Forcément, à un moment donné, il y a un choc de culture. Donc, c'est toujours intéressant Dis-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, la chance que j'avais quand même, c'est que mon père, il nous a inculqué certaines valeurs de base que finalement, j'ai pas retrouvées. Et donc là, c'était un petit peu la douche froide pour moi. Mais quand même, voilà, du pays. Et puis, bon, comme je disais, je venais régulièrement ici avec mon mari sénégalais. Alors, nous, ce qu'on a fait déjà en arrivant, avec mon mari, on s'est mis d'accord. En termes de vie, on est resté à la vie française. C'est-à-dire qu'on a notre chez nous
Et si quelqu'un doit passer, il faut d'abord qu'il nous prévienne. La porte, elle n'est pas ouverte H24, etc. Et puis tout simplement, parce que de manière pratique, il n'y a personne. À part la bonne, il n'y a personne à la maison. Ouais. Donc voilà, et là, c'était vraiment le noyau familial, mon mari, les enfants. Donc ça déjà, c'était la première chose de base. On est resté comme ça, et après, ça n'empêche pas avec la famille, les amis et tout, mais et tout, on a fait ça parce qu'on a besoin, nous, de notre tranquillité, de notre intimité. Après, globalement, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait de parler direct et d'être naturel. Ça, c'est un sujet dont on a eu l'occasion de parler plusieurs fois en tant que femme. On est là, bon, moi je suis quelqu'un de curieux, je suis plutôt ouverte, j'aime bien parler. C'est spontané. Spontané. Je rigole, je pose des questions. Après, je dis aux gens, voilà, ils répondent pas, c'est pas grave. Et donc, dans la relation avec les Sénégalais, il y a eu différents comportements. Avec les femmes, je pense, ça les soulage parce que ça leur permet de s'ouvrir, de pouvoir se lâcher et de ne pas faire attention à ce qu'elles disent. Alors que dans un milieu complètement sénégalais, elle ferait plus attention. Avec les hommes, au début, j'ai pas fait attention, mais en fait, je sais pas, le fait d'être direct, de rire, même d'aller prendre un verre, etc., sans arrière-pensée, il n'y a pas moyen. On a beau dire, je suis mariée, j'ai des enfants. La première réaction qui m'avait étonnée une fois, c'est « Ah, et ton mari et tes enfants, ils vivent ici avec toi ?» Ben oui. C'est juste un verre professionnel ou juste histoire de prendre connaissance. C'est ça. Donc oui, ils vivent avec moi. OK. Et puis après, dans la rigolade, voilà, c'est toujours un peu subtil. Bon, c'est ça que j'aime bien quand même avec les Sénégalais, c'est pas agressif dans la manière de faire, ça reste subtil. Donc, faut recadrer, faut bloquer les portes et tout. Ce qui est un peu dérangeant, par contre, professionnellement parlant, parce que pour le coup, on nous voit d'abord comme femmes et pas comme professionnels. Et ça, par contre, c'est dommage. Et je sais que d'autres femmes plus âgées que moi, qui sont bien implantées, qui sont reconnues, ont les mêmes difficultés et doivent recadrer très rapidement. La femme en milieu professionnel, j'ai envie de dire en France, voilà, c'est à peine plus différent. Hein. Donc il y a ça. Et une autre fois aussi, quelqu'un m'a dit carrément, je sais plus pourquoi, j'avais besoin de poser une question, donc je prenais des nouvelles de la personne, je pose la question, et la personne me dit directement, mais tu sais, en fait, moi, en synthèse, j'avais des vues sur toi. J'ai dit oui, enfin, j'avais un peu remarqué, mais en fait, non, quoi. Je suis mariée, en fait. Je suis bien. Ça a été annoncé, quoi. Ouais, et ouais, ce rapport-là. Et en fait, je pense, c'est pas tant le côté physique ou je sais pas quoi. Je pense que c'est le fait que les gens se sentent à l'aise. Au début, je me posais plus de questions, mais je pense que les gens se sentent à l'aise. Et quand ils se sentent à l'aise, ils ont envie de se rapprocher de la personne. Et c'est vrai que l'amitié homme-femme, voilà, c'est ce que c'est. On en pense ce qu'on veut. Moi, j'y crois, mais bon, voilà. Et je pense que ça, mais pour moi, ça a été ça vraiment cette relation, la relation homme-femme ou même femme-femme qui peut être différente et différemment appréhendée. De part et d'autre, en fait, quand tu es en France et au Sénégal, c'est pas du tout la même manière de faire. Donc, tu réadaptes aussi, toi, tes relations sociales en disant, voilà. Non, c'est vraiment ça. Puis le côté tactile aussi. Alors moi, je n'étais pas tactile, je suis devenue tactile. Et le côté tactile aussi, c'est assez étonnant parce que tout le monde te prend, voilà, homme, femme, peu importe. Hein, et là, tu te dis, bon, bah ok, je vais m'y mettre. Arrête de me toucher. Non, finalement, je trouvais ça plutôt sympa, plutôt agréable. Alors, il y a un point important que j'ai pas pensé à dire avant.
Mais ce qui est super bien ici, c'est justement ce côté humain. La relation humaine, elle peut être fatigante par moment, mais franchement, je pense que c'est ce qui fait revivre les gens même. Et je vois même des expats qui arrivent ici ou hors expats qui viennent s'installer là tout simplement, des étrangers, blancs, noirs, peu importe le pays, qui apprécient. Qui sont touchés par ça. Ouais. C'est peut-être un peu une partie de la teranga sénégalaise là qui... Je sais pas. On est dans un pays où il y a tellement d'extrêmes. Voilà, la teranga, il y a son positif, il y a son négatif. Voilà, je sais pas. Il y a des pays de paradoxes. Et toi, c'est quoi l'aspect de la vie sénégalaise vraiment qui te remplit le plus de joie? En disant, mon rituel ici au Sénégal, depuis que je suis là, c'est ça qui me fait kiffer le plus, quoi, depuis que je suis arrivée. Un rituel ou je sais pas, moi, quelque chose que tu aimes faire, que tu faisais pas forcément quand tu étais en France, qui est beaucoup plus accessible ici. En fait, c'est les petits plaisirs de tous les jours. C'est-à-dire, alors déjà, on se pose pas la question du quand est-ce que j'ai du soleil. Ouais. Ça c'est très important. Ah, mais et voir la mer. C'est-à-dire que ça, c'est extra. Ou passer un week-end, tranquillement sur la petite côte. Donc, je sais pas, pour les Parisiens, l'équivalent d'aller dans le sud ou même à Deauville, pour le week-end, voilà, sur la Manche, des choses comme ça. Oui, dans le sud et tout. Voilà, tu te dis, OK, ce week-end, allez hop, on y va. Je réserve un hôtel, c'est bien de plus en plus cher. Un hôtel, une villa, quelque chose, et hop, on y va. Sans logistique extraordinaire. Rien. Tu as juste un numéro de téléphone. Allô, c'est libre? Ouais, OK. Puis tu peux le faire du jour au lendemain, presque. Donc ça, c'est super pratique de pas tout devoir gérer trop tôt. Et puis les moments, où... même quand c'est dur, tu vas te poser dans un café au bord de la mer. Tu es là, tu admires juste le paysage, la mer, coucher de soleil, et tu te dis, au moins j'ai ça. Au moins j'ai ça, quoi. Tu vois, que tu n'aurais pas forcément la terrasse à Paris avec... Non. Pas pareil. Non. Et les gens en plus gardent le sourire. C'est-à-dire que même si on sent qu'à Dakar, les gens deviennent de plus en plus fermés par rapport à ce que ça pouvait être il y a plusieurs années, n'empêche qu'il y a toujours le sourire malgré les difficultés, malgré des fois la pauvreté, parce que on est confronté tous les jours à ça, mais les gens gardent le sourire. Ouais, ça c'est important. Et toi aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un professionnel ou même ou des familles qui veulent rentrer au Sénégal avec ton recul du 10 ans? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme tips pour revenir au Sénégal? Alors, la première chose que je conseille pour le retour, l'installation, c'est vraiment soit avoir un revenu fixe dès le début, soit avoir au moins 2 ans de budget. Tout compris. Tu pars sur 2 ans, toi? Ah, moi, je pars sur 2 ans. 2 ans de budget, et 2 ans, c'est quand, par exemple, il y a un projet entrepreneurial et qu'on s'y met vraiment tout de suite à fond et que ça marche plutôt bien. OK. 2 ans. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est la première chose, se sécuriser financièrement. Parce qu'en tout cas, Dakar, ça coûte excessivement cher. Rien n'a envie à la vie parisienne. Clairement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement, est-ce que je m'installe à Dakar ou est-ce que je m'éloigne de Dakar? Ça dépend aussi de ce qu'on fait. Après, c'est de... Alors, au niveau de la langue, je suis très mal placée pour le dire, mais d'apprendre le Wolof. Moi, j'estime qu'ici, le Wolof est essentiel pour pouvoir bien s'intégrer. Et après, pour être bien professionnellement, le français et l'anglais. Il faudrait avoir les 3 langues. Dans l'idéal, les 3 langues. Parce que l'anglais ici, c'est à un niveau. Les Sénégalais sont très très bons. On est vraiment sur du assez fluide, bilingue et tout. Et ça, il y en a besoin. Surtout qu'actuellement, on a des profils de personnes qui sont de retour ici, qui ne viennent pas que de la France. Qui sont anglophones aussi. Qui sont anglophones aussi. Et donc ça, c'est important. Après, dans les autres tips, c'est de rester ouvert, de déconstruire, essayer de déconstruire ce avec quoi on vient de là-bas,
et juste rester ouvert à voilà comment ici ça fonctionne. Comme je disais tout à l'heure, décrypter un oui, un vrai oui, d'un non, de la relation avec l'administration aussi, de voir comment ça se passe, de prendre son mal en patience, enfin plein de choses, les bouchons. De bien aussi gérer ses heures de sortie. Ses heures de sortie, c'est clair. Quand c'est possible. Quand on a un rendez-vous, par exemple, de téléphoner à la personne avant de quitter le lieu pour être sûr qu'il est sur place. Voilà, que la personne est sur place, qu'elle n'a pas oublié, etc., etc. Ou sinon, s'il y a un aléa qu'on sait qu'on va attendre, d'avoir au moins du matériel pour pouvoir travailler en attendant. Voilà, des choses comme ça. Culturellement, moi je pense que c'est bien ce qui ne se fait plus ou quasiment plus aujourd'hui, c'est aussi de s'imprégner ou se réimprégner de la culture. Il y a des accompagnements pour ça et c'est important en fait de connaître aussi la construction de la société sénégalaise, l'histoire. C'est pas parce que c'est une ancienne colonie française et qu'on a une organisation à la française, je parle administrativement parlant, même l'école, qu'on fonctionne à la française. La notion du temps n'est pas la même. N'est pas la même, effectivement. Y a plein de choses de savoir que chez nos interlocuteurs, comme chez les salariés, la vie sociale est parfois plus importante que la vie professionnelle. Donc, quelqu'un qui appelle le matin même, voire même qui ne vient pas le jour J, et qui dit j'avais un baptême, j'avais un mariage, voire des fois c'était mon propre mariage, et comment dire, j'avais un deuil, etc. C'est du courant. Aller au baptême de l'enfant de ses collègues, ça fait partie de la vie sociale et dans la vie professionnelle. Exactement, c'est totalement imbriqué. C'est plein de petites choses comme ça. Et toi, tu encouragerais les familles à revenir, que c'est quelque chose que tu leur dirais venez, ou tu leur dirais bon écoutez, restez un peu là, c'est pas forcément le conseil que je vous donne? Alors, je conseille pas spécialement de revenir. Ce que je veux juste, c'est que le projet soit réfléchi. Parce que selon les personnalités, selon les projets, selon les localisations géographiques, on n'aura pas les mêmes choses. Tout à l'heure, je parlais du budget à avoir. Il y a autre chose, c'est qu'on a parlé des enfants aussi, savoir où les mettre à l'école, etc. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect familial. Parce que quand on parle de REPAT, on parle d'abord de la diaspora sénégalaise. Moi-même, franco-sénégalaise, j'ai de la famille aussi. Bien sûr. Et il faut être très en phase dans le couple, si c'est en couple en tout cas, que les gens reviennent. Il faut être très en phase sur la relation aux familles. Parce que les familles peuvent très vite venir, intégrer le foyer. Et en fait, on n'est plus du tout dans la vie à l'occidental, à l'étranger, où on est seul, on est autonome, etc. Il y en a à qui ça convient très bien. Je connais des gens qui sont rentrés, qui sont même retournés dans la maison familiale et qui sont très contents. Oui, mais pour un temps limité, j'imagine. Non, tout le temps. Non, vraiment, retourner dans la maison familiale. Et d'autres, au contraire, ça a fait exploser leur couple. Donc, ça doit se réfléchir et surtout, faut y aller sans langue de bois et sans porter d'œillères. Il faut être conscient dans le couple et il faut que le projet, toujours si c'est en couple, il faut que le projet soit partagé avec les deux. S'il y en a un qui est plus motivé et que l'autre le fait un peu, on verra, mais j'y vais à reculons. Bon, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, ça marche pas. Il va y avoir un couac. Okay, super. Merci Sabrina pour tout ça. De rien. On va passer ton activité. Spécialement, j'aimerais savoir toi exactement que tu présentes ton activité, ce que tu fais, parce que j'ai travaillé avec toi, donc je sais comment tu travailles, je sais ce que tu fais, et je te recommande 100% ce que je sais. Et vu que tu vas faire partie de l'annuaire de la communauté des bâtisseurs, c'est intéressant de présenter justement à la communauté ce que tu peux leur apporter. Donc, je te laisse la parole. Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis la cofondatrice et présidente d'un cabinet qui s'appelle Sequoia.
Donc, Koya, c'est un cabinet de conseil aux entreprises qui intervient sur 4 expertises. L'expertise juridique, l'expertise stratégie d'entreprise, organisation des ressources humaines et la gestion des risques. Et donc, via ces 4 expertises qui sont pour nous, donc avec mon associé Cécile Bendaoudnian, c'est pour nous 4 portes d'entrée pour aider le dirigeant à développer son entreprise, à la professionnaliser, à lui donner depuis les bases jusqu'à son développement, réussir à la faire passer à l'échelle en mode industriel, si le marché en tout cas qui est ciblé est celui-là, l'aider en tout cas à mettre en place tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Donc on vient vraiment aider, soulager le dirigeant sur ces parties-là. Donc, ça veut dire aussi externaliser pour les dirigeants d'entreprise ces expertises. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne le dirigeant à internaliser ces expertises-là. D'accord. Ce que l'on veut, nous, c'est avoir des dirigeants qui sont autonomes dans leur entreprise. Si la décision est prise de les suivre toujours de manière externalisée, il n'y a pas de problème. Si la décision est prise qu'arriver à un moment donné de volume d'activité, ils internalisent ce métier-là, à ce moment-là, on les accompagne à mettre en place, à installer la fonction dans leur entreprise. D'accord. Et voire même de former les personnes qu'ils ont recrutées sur ces métiers-là dans leur entreprise. C'est top. Donc, du coup, ton activité, elle est concentrée quand même au niveau local, Sénégal. J'imagine que tu n'es pas que sur Dakar, que tu accompagnes peut-être des dirigeants aussi qui sont en région, qui ont peut-être moins de facilité à avoir tous ces outils-là. Comment ça se passe? Ou est-ce que aussi tu as aussi une vue un peu à l'extérieur du Sénégal? D'accord. Alors, le cabinet, lui, est un cabinet sénégalais, purement. Et on intervient, oui, majoritairement à Dakar parce que l'activité économique est focalisée sur Dakar, un peu Thiès aussi, mais on intervient dans d'autres régions du Sénégal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. On a un coup de cœur sur le Sénégal oriental. Kédougou, Tamba, voilà, la zone là-bas. Mais on est aussi intervenu sur la région de Ziguinchor, Diourbel. Ça nous est arrivé de voir un peu plus proche de Louga aussi. Et comme je disais aussi tout à l'heure, on a des personnes de la diaspora qui, elles, veulent créer au Sénégal. Parce qu'on accompagne aussi à la création d'entreprises. Mais on est aussi intervenu à l'étranger. On est vraiment, nous, on intervient sur le continent africain de manière privilégiée. Pour le moment, en Afrique francophone. Donc, on a intervenu en Côte d'Ivoire, en Guinée, aux Comores également. Donc plus éloigné géographiquement. Et là, bon, c'était via des partenariats que ça a été possible. Mais donc, ça permet d'avoir une vision quand même beaucoup plus large. D'accord. De ce qui se fait. Et nous, vraiment, on aime sortir de Dakar. On aime sortir de Dakar. En tout cas, très intéressant. Je suis certaine que tu auras pas mal de personnes qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Merci pour ce partage sincère et inspirant. Pour finir, juste sur une touche de légèreté, qu'est-ce que ce que tu as trouvé au Sénégal que tu remplacerais pour rien au monde? Quelque chose qui te fait, je sais pas, un plat ou je sais pas, quelque chose qui te dit... Je rigole quand tu dis un plat, j'en ai marre du riz. J'en ai marre du riz. Par contre, il faut vous préparer à faire du maraîchage, à avoir votre jardin avec vos légumes. Je disais tout à l'heure, moi, c'est le soleil. Avoir le soleil tous les jours. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que ça joue sur mon humeur. C'est clair. Ça joue sur mon humeur. Et après, il y a une espèce de vibration dans le pays. Je ne saurais pas expliquer exactement ce que c'est, mais il y a un truc qui attache, qui est attachant. Et malgré tout ce que je peux râler, je suis une grande râleuse quand même. Parce qu'on râle au Sénégal quand même. Il y a des choses qui font râler. Oui, on a du côté francophone. Voilà. On néglige un peu ce côté-là. Mais je sais pas, il y a
Il y a quelque chose qui est attachant, en tout cas, ici, et quand on voit le potentiel et toute cette jeunesse qui a besoin qui a juste besoin d'être guidée, d'être poussée, et on ferait des choses exceptionnelles. En tout cas, merci pour ces derniers mots. Merci pour tout ce que tu as partagé avec la page Build Africa Together et la communauté des bâtisseurs. Écoute, t'étais ma première, ma première invitée, et j'ai vraiment apprécié discuter avec toi, comme d'habitude. Et je te dis à très très bientôt. Et merci encore. Mais c'est moi qui te remercie, toute contente d'inaugurer le podcast et toujours ravie de partager ces expériences et qu'on augmente la communauté exactement des retours au pays. Des retours au pays, vraiment. Histoire d'audace. Je trouve que c'est des vraies histoires d'audace. Voilà. Oui, mine de rien, oui. Ouais, parce que c'est pas tout le monde. Un jour, peut-être tu raconteras la tienne. Oui, je la raconterai. Merci Sabrina. Merci à toi Mathie. Voilà, c'était le premier numéro de Histoire d'audace, le premier podcast de Build Africa Together pour la communauté des bâtisseurs. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre du témoignage de Sabrina, de son retour, des défis qu'elle a eus et de tout son parcours. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et rendez-vous pour un prochain numéro. Merci beaucoup.